Il y a 12 ans, en 2012, c'était la dernière fois qu'un titre de champion du monde de Formule 1 se décidait au Brésil. Le circuit d'Interlagos nous a souvent offert des grands prix spectaculaires et des finales d'anthologie, comme en 2008, où tout avait basculé dans le dernier virage du championnat. Mais ça, on en a déjà parlé. En 2012, c'est le point d'orgue de la rivalité entre Sebastian Vettel et Fernando Alonso, tous deux en quête d'une troisième couronne, et entre Red Bull et Ferrari, deux visions de la F1 qui s'opposent. Une course dantesque qui a marqué l'histoire de ce sport. 2012 est l'une des saisons les plus folles de l'histoire de la Formule 1, c'est indéniable, de par la grille, la diversité des résultats, les rivalités ou encore les scénarios. Après avoir subi la dictature de Sebastian Vettel en 2011, la F1 ressemble bien davantage à sa saison 2010, avec pas moins de 6 équipes qui remportent un Grand Prix. La moitié de la grille, littéralement. Et cette grille, Vettel-Weber chez Red Bull, Hamilton-Button chez McLaren, Schumacher-Rosberg chez Mercedes, Raikkonen-Grosjean chez Lotus, ou encore Alonso-Massa chez Ferrari. Et sur les 10 pilotes que je viens de nommer, il y en a seulement 3 qui ne remportent pas une course pendant la saison, Schumacher, Grosjean et Massa. De toute façon, c'est bien simple, en 2012, tout le monde peut s'imposer, vraiment j'exagère pas, Pastor Maldonado lui-même remporte un Grand Prix. Sur les 7 premières courses de la saison, on a 7 vainqueurs différents. La folie absolue. Le premier à s'imposer 2 fois cette saison s'appelle Fernando Alonso et il a dû s'employer pour le faire. On en parlera un jour en vidéo, mais à Valence, il s'impose en partant depuis la 11e place, menant un podium XXL devant Kimi Raikkonen et Michael Schumacher. C'est d'ailleurs le dernier podium de la carrière du septuple champion du monde qui prendra sa retraite en fin de saison. Notez bien, c'est une info importante. La saison européenne se passe globalement très bien pour Fernando Alonso, deuxième en Grande-Bretagne puis qui s'impose de nouveau en Allemagne sur les terres de Sebastian Vettel. Tandis que la saison est plus compliquée pour le double champion du monde en titre qui a notamment plusieurs problèmes mécaniques et qui pointe à 44 points de l'Espagnol au championnat à la mi-saison. Vettel reprend 18 points en Belgique où Alonso est pris dans un énorme accrochage au départ, mais une semaine plus tard, un problème d'alternateur lui coûte tout aussi cher. À l'aube de la tournée asiatique, la situation est donc la suivante. Alonso mène confortablement le championnat avec 179 points, soit plus d'une victoire d'avance sur tous ses rivaux, et derrière, 3 pilotes se tiennent dans un mouchoir de poche, Lewis Hamilton, déjà vainqueur 3 fois en 2012, Kimi Raikkonen qui est ultra régulier et Sebastian Vettel qui n'a pour l'instant gagné qu'une seule course sur 14. Bon, cela étant dit, j'ai parlé de dictature quant à la saison 2011 de l'Allemand. Alors non seulement j'ai pas exagéré, mais surtout il a pas oublié comment faire. Singapour, 37 tours menés, victoire. Japon, pole, meilleur tour, tous les tours menés, victoire. Un petit grand chelem, ça fait jamais de mal. Corée du Sud, tous les tours menés, victoire. Inde, pole, tous les tours menés, victoire. 100 tours menés sur 127 possibles, arrêt au stand compris. Ça fait 3 grands prix et demi sans lâcher la tête de la course. Il marque 100 points contre 48 à Alonso sur cette même période, alors que l'Espagnol n'est qu'une seule fois en dehors du podium. Résultat, Vettel a repris la tête du championnat avec 13 points d'avance. Mais comme il a passé le jeu en mode facile, il va maintenant se mettre quelques contraintes. J'ai oublié de vous redire que je suis fan de Vettel, non ? À Abu Dhabi, l'Allemand est disqualifié des qualifications pour une quantité de carburant insuffisante dans son réservoir. Il va donc partir des stands et peut perdre le championnat, mais le lendemain, il remonte sur le podium. Il est 3ème derrière son rival et les positions s'inversent 2 semaines plus tard à Austin. Vettel a donc toujours 13 points d'avance, Alonso n'a plus gagné depuis le mois de juillet. Normalement c'est plié. Il faudrait peut-être que j'arrête d'être arrogant, mais franchement, la Ferrari a plus de rythme, la Red Bull marche du feu de Dieu, sauf incident, ça va le faire. Sauf incident. En cette fin de saison 2012, les McLaren retrouvent du poil de la bête. Après sa victoire aux États-Unis, Hamilton enchaîne et signe la pole position au Brésil, théâtre de la dernière manche du championnat. Avec un petit peu plus de fiabilité, ils auraient certainement pu jouer le titre. Côté constructeur, c'est déjà plié, Red Bull est champion, et côté pilote donc, seul Alonso peut encore priver Vettel d'un 3e titre consécutif. L'Allemand n'est pas impressionnant sur ce début de week-end, seulement 8e en qualification, mais c'est néanmoins suffisant pour devancer l'Espagnol qui n'est que 8e sur la grille. Bon, on commence à avoir parlé de pas mal de courses légendaires sur la chaîne, notamment au Brésil. Vous savez ce qui va arriver. La pluie. Alors pour être plus précis, il a plu avant la course, mais au moment du départ, la piste est à peu près sèche. L'adhérence n'est pas parfaite, mais grosso modo ça va. En revanche, les nuages sont très menaçants. Depuis la 4e place, Vettel prend un départ assez moyen et n'est pas franchement aidé par son coéquipier Mark Webber qui vient le tasser à l'intérieur.
je lève le pied, hein, bah oui, même si c'est pas dans son tempérament, à ce moment-là, Vettel joue le titre, il faut assurer, il est dans une position défensive, mais en revanche, bah, ça le fait tomber 7ème à la merci du peloton. Les Ferrari, quant à elles, ont jailli de leur emplacement de départ. Massa prend un envol de fou, parti 5ème, il est 2ème dans le premier virage, et c'est tout aussi bon du côté d'Alonso qui gagne également 3 positions. Bon, Alonso 5ème, Vettel 7ème, ça va encore, mais faut pas trop reculer non plus, hein, au risque de devoir se battre avec des voitures plus lentes. Et au virage 4, on passe à ça du drame. Kimi Raikkonen arrive Mach 12 et manque d'emporter la Red Bull avec lui. On a eu chaud. Oh, it's a Red Bull! It's a Red Bull! It's Sebastian Vettel in the middle of the track! It's the worst possible scenario for Sebastian Vettel! C'est tout ce que vous voulez éviter quand vous jouez un championnat. L'accident bête parce que bah, vous vous retrouvez au milieu du peloton. Et ça arrive. Bon alors, j'aimerais vous dire hein, que c'est qu'un incident de course. Dans ces conditions-là en plus, bah, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais à y regarder de plus près, il y a quand même un coupable. Hein. Bruno Senna qui fait n'importe quoi sur l'action. Il se jette à l'intérieur beaucoup trop fort. Jamais ça passe. Et alors percuter le leader du championnat lors de la dernière course de la saison, je peux vous dire que c'est un motif de licenciement pour faute grave. Hein. Bon et hasard ou non, sachez que c'est la dernière course de sa carrière. Si on en revient à la lutte pour le titre, ça se complique sérieusement. Au début du deuxième tour, Massa se transforme en Luka Modric Prime. Numéro 10 sur le dos, il fait une passe décisive mais digne des plus grands soldats de l'histoire du sport à son coéquipier Fernando Alonso en écartant Mark Webber sur l'extérieur. La porte s'ouvre pour l'Espagnol qui monte sur le podium. Alonso est 3ème, plus 15 points. Dans la situation actuelle, il ramène un titre à la Scuderia Ferrari pour 2 petites unités. Mais bon, la course est encore longue, 71 tours, et aussi surprenant que cela puisse paraître, Vettel est reparti malgré l'impact. Alors il y a des dégâts, hein, bien évidemment. D'ailleurs je me souviens, c'est vraiment un truc qui m'avait marqué à l'époque, cette image d'Adrian Newey sur le muret des stands avec une photo imprimée de la Red Bull où il est en train de constater les dégâts et les pertes aérodynamiques. C'est ouais, vraiment une image qui m'avait marqué à l'époque, j'avais 7 ans, j'étais fan de Vettel et ça m'était resté en tête. Alors la voiture est endommagée et ça n'est pas réparable, hein, c'est pas un aileron avant malheureusement. Mais on va être très honnête, Vettel s'en sort vraiment bien. Pour un crash comme ça au premier virage, certes il y a des pertes, mais la voiture fonctionne encore très bien. Et donc forcément, il remonte assez rapidement, d'autant que la pluie s'intensifie. Dire que l'Allemand démontre son aisance dans ces conditions serait un euphémisme. En 7 tours, il remonte dans les points. 7 tours, rendez-vous compte, il était 24ème, le voilà 8ème. C'est juste lunaire, le niveau de Sebastian Vettel à ce moment-là, enfin ces 7 tours-là, c'est à mettre au panthéon de l'histoire de la Formule 1. Pendant ce temps-là, Alonso commet une erreur et recule en 4ème position. Voilà Vettel de nouveau en passe d'être titré. Rendez-vous compte à quel point ça va vite. Mais bon, là je peux réutiliser l'argument qui m'arrangeait tout à l'heure du côté de chez Ferrari. La course est encore longue. À la fin du 9ème tour, Vettel s'arrête au stand pour passer les intermédiaires, sans doute trop tard, et il ressort 18ème, derrière notamment son coéquipier. Bon, dernière course du championnat, Webber ne joue plus le titre, Red Bull est déjà champion, il est l'heure de bosser en équipe, non ? En tout cas, c'est pas du goût de l'Australien qui prétend ne pas comprendre les consignes d'équipe. Chez Red Bull à l'époque, la consigne d'équipe se matérialise par le mot multi avec derrière l'ordre des voitures. Donc multi 12 ou multi 1-2, la voiture numéro 1 devant la numéro 2. C'est ce qui a donné quelques mois plus tard le fameux multi 21 en Malaisie où là Webber avait très bien compris les consignes d'équipe. Bref, c'est pas hyper important, hein, Vettel efface très rapidement Webber, mais c'était pour le contexte. En intermédiaire, l'Allemand donne la leçon au peloton et remonte dans le top 5 en moins de 10 tours, dépassant même Alonso lorsque celui-ci s'arrête au stand. Mais chez Red Bull, on commence à diriger un petit peu avec la peur. On demande à Vettel de se contenir, de ne pas trop en faire, il n'y a plus besoin d'attaquer. Sauf que Vettel, à cette époque-là, chez Red Bull, c'est un mec qui sait juste attaquer. Les choses se compliquent lorsque la piste sèche de nouveau, car Red Bull lui a passé des pneus durs qu'il n'arrive pas à mettre en température. À la fin du 53e tour, l'Allemand s'arrête de nouveau au stand, et la panique commence à s'installer. En tête de la course, Hamilton et Hülkenberg s'accrochent, ce qui permet à Fernando Alonso de remonter sur le podium. L'Espagnol est de nouveau en position d'être titré, tandis que Red Bull perd les pédales. 2 tours après son dernier arrêt, Vettel est de retour dans la voie des stands, cette fois pour passer des intermédiaires, mais lorsqu'il arrive devant son emplacement, les pneus ne sont pas prêts. Il perd un temps considérable et ressort en 11e position.
En slick, Alonso n'est pas à la fête non plus et effectue un sauvetage miraculeux pour conserver sa Ferrari sur la piste. Néanmoins, il est toujours sur le podium et donc en position d'être champion. Vettel doit une nouvelle fois s'employer à remonter, mais face à des voitures plus lentes, il ne doit pas se précipiter. Alonso est deuxième, ce qui signifie qu'il marque 18 points. Vettel doit donc terminer dans les 7 premiers. L'Allemand s'empare de cette 7ème place en dépassant Kobayashi dans le 57e tour. L'équipe essaye alors de nouveau de le tempérer, mais il n'a pas franchement envie de s'arrêter là. À 8 tours de l'arrivée, Vettel remonte sur la Mercedes de Michael Schumacher, son idole d'enfance. En ce 25 novembre 2012, Baby Schumi paraît bien grand, en passe d'aller accrocher un 3e titre à son palmarès. À la sortie du virage 5, le baron rouge l'adoube et s'écarte pour le laisser filer. C'est le dernier changement de position de la carrière de Michael Schumacher. Lui qui s'était toujours battu pour aller chercher le moindre dixième, se met cette fois progressivement dans la peau du passionné. Et il a choisi son camp. Ce ne sera pas sa famille Ferrari, mais plutôt sa famille allemande. Dans le 69e des 71 tours de course, Paul Di Resta fracasse sa Force India dans la montée. La course est neutralisée, le championnat se termine certes sous safety car, mais quelle conclusion! You're the world champion! You're the triple world champion, Sebastian Vettel! You are the man! You're a triple world champion! Sébastien Vettel est triple champion du monde de Formule 1. Un exploit retentissant, d'autant plus lorsque l'on s'attarde sur la manière. À l'image de sa saison, il n'a jamais lâché, il est remonté pour triompher d'un affrontement dantesque. Il est cependant impossible de ne pas avoir une pensée pour Fernando Alonso, qui échoue à 3 petits points du titre avec Ferrari. Cette image de l'Espagnol, abasourdi, détruit, vidé dans le paddock, restera mythique. Pour qu'il y ait un grand champion, il fallait un grand rival. Le dénouement de cette saison 2012 est sans doute l'un des plus fous de l'histoire de la Formule 1, au cœur d'une course tout aussi exceptionnelle. On s'est concentré sur la remontée de Vettel et dans une moindre mesure la course de Fernando Alonso, mais ce jour-là, il y en avait de partout, des incidents, des dépassements, c'était un bazar sans nom. Il y a quand même Hülkenberg qui se battait pour la victoire avant de s'accrocher avec Lewis Hamilton, et puis mon petit chouchou, mon moment préféré, Kimi Raikkonen qui quitte le circuit en Formule 1 pensant qu'il va pouvoir rejoindre la piste un peu plus loin. C'était juste complètement lunaire. Cette saison 2012 fut grandiose et son dénouement largement à la hauteur. Alors pour ça, merci messieurs. Okay, Kimmy, how's the car? How's the car? Yeah, car is up there.